Voilà, ça fait quelques semaines que j'ai quitté mon job pour prendre du temps pour moi. J'avais besoin de redéfinir quelques piliers de ma vie et surtout de retrouver du feu créatif. Parce que j'ai toujours rêvé d'être artiste et dit comme ça, c'est joli, ça donne envie, mais il n'y a pas besoin de chercher loin pour comprendre l'erreur. Je me suis toujours plu dans la rêverie sans jamais donner l'effort nécessaire pour y accéder. Depuis que j'ai commencé à travailler de manière alimentaire, j'ai toujours opté pour des postes qui n'avaient rien à voir avec moi. Un peu comme pour instaurer tout de suite une sorte de barrière. La répétition et le confort financier m'ont persuadée de résister encore un peu, de rester plus longtemps avec ces inconnus devenus des collègues, puis des têtes rassurantes au quotidien. Mais du coup, je n'implique pas mon cœur dans ces jobs parce qu'ils ne sont pas ma voix. Et ma voix, je la laisse tomber à chaque instant. Entre nous, ce n'est rien de plus qu'un prétexte déguisé et un schéma aujourd'hui très ancré. C'est comme ça que l'engrenage démarre, à chaque fois. Au fil des jours, des mois et des années, j'ai remarqué que ma passion, ma joie, mon énergie et surtout ce que j'ai de plus précieux, c'est-à-dire mon temps, ont été grignotés par le confort des habitudes et mon incapacité à vivre avec un grand V. Mon artiste intérieur me manque, mais elle est toujours là, je la sens quand je vois la lumière du soleil raser ma belle campagne, quand je m'émeus devant la beauté d'un film, quand je rencontre d'autres artistes qui mettent tant de cœur dans leurs œuvres, et quand je vois à quel point j'étais heureuse et artistiquement épanouie avant de devenir adulte. Il est possible que je n'ai jamais su ce que je voulais, et parfois, je monte en pression toute seule quand je pense au fait d'avoir rêvassé un tiers de ma vie sans agir. Pourquoi j'ai autant de mal à réaliser mon arc de vie artistique ? Pourquoi dès que je touche quelque chose du doigt, je me rétracte aussitôt pour mieux regretter plus tard ? L'échec sans essai me fait sans doute moins peur que celle d'avoir tout tenté. La peur entraîne le mutisme et taire ses émotions, c'est un peu comme éviter de trop exister. C'est une pensée qui me serre le cœur, mais avec elle, je comprends aussi l'urgence de ne plus bercer dans les regrets. Je veux pouvoir me clamer artiste et vivre en libérant chaque jour ma petite flamme créative. Je suis de retour. Bon, alors on est d'accord, c'est bien beau de vouloir retrouver la flamme, d'être pétri de bonnes intentions, mais dans la réalité des faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça. J'ai l'impression d'être devant une étendue infinie de choix et de possibilités. Ça m'angoisse parce que je ne sais pas quel chemin prendre. J'ai un peu ce truc de vouloir que tout soit parfait tout de suite. C'est vraiment pas la bonne manière de penser parce que du coup on s'empêche de faire beaucoup de choses. Surtout que maintenant je n'ai plus de travail officiel et donc j'ai tout le temps du monde, a priori, pour créer et faire toutes les choses que j'ai envie de faire et que je n'avais pas le temps d'intégrer dans mon emploi du temps justement. Paradoxalement, je me débrouille toujours pour ne rien faire. Je ne fais rien. Ou plutôt faire des choses que je considère plus importantes, ce qui fait que dans ma journée, au final, même si je ne travaille plus, je me débrouille systématiquement pour qu'il ne reste plus que ça de temps. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai décidé de faire cette série de vidéos. Quand j'y pense, je me dis que ça doit relever d'autres leviers. Des leviers qui sont beaucoup plus psychologiques que véritablement un manque de temps ou un manque matériel. Je me suis souvent dit, quand j'aurai tel logiciel, quand j'aurai une tablette, quand j'aurai un stylet incroyable, quand j'aurai une palette d'aquarelle absolument fantastique, je ferai plein de choses et c'est là que tout mon potentiel pourra éclore. Alors en fait pas du tout, mais alors pas du tout, ça fonctionne pas comme ça chez certaines personnes. Le matériel, ce n'est pas du tout ce qui est le plus important. Et c'est plutôt la manière, je pense, dont on utilise son temps et aussi le fait d'être au courant de si on a des blocages psychologiques par rapport à ça ou pas. Par exemple, je sais que certaines personnes sont extrêmement rigoureuses et de manière assez naturelle, et ça, mon Dieu, je vous envie. Ce sont des personnes qui arrivent à se lever à 5h30 tous les matins pour travailler sur leurs lacunes, ou simplement pour étudier. Et donc ces personnes arrivent à dédier une plage horaire assez conséquente et qui, en plus, va vraiment changer leur quotidien, juste parce qu'elles l'ont décidé et qu'un jour elles ont sauté le pas et que depuis ça le fait. Ça, c'est vraiment une qualité que j'admire de fou
Me concernant, c'est un peu plus délicat que simplement la volonté. Si je peux m'introspecter devant vous, je sais que j'ai cette discipline pour, par exemple, le sport. J'adore aller à la musculation le matin, je sais exactement pourquoi je le fais. Et en fait, c'est une activité qui s'est fondue dans mon quotidien. C'est même plus une chose pour laquelle je me dis « Ah, il faut que j'y aille ». Je ne ressens aucun mal, aucun frein à aller, dès que je me lève, à la salle de muscu et à m'entraîner. Tout ça est parfaitement intégré. Et c'est quelque chose que j'aimerais énormément mettre en place du côté artistique. Parce que pour le coup, le frein, là, je le sens. Je freine très fort quant à l'idée de devoir créer, de me mettre à mon bureau et de créer quelque chose. Parce que je pense que j'ai beaucoup de pression. Mais alors c'est une pression que je suis toute seule à me mettre. Hein. Aucun humain sur Terre ne m'a un jour fait une réflexion telle que ça aurait pu me décourager ou que j'aurais pu me mettre à douter de moi. Je suis la seule et unique personne à me faire douter. Aïe aïe aïe. Et donc ce frein, c'est quelque chose qui m'a également longtemps empêché de transmuter mes rêves en réalité et de faire en sorte que toutes les choses qui se passent dans ma tête, créativement parlant j'entends, puissent se réaliser. Et c'est hyper dommage, c'est trop dommage d'être la seule personne à se mettre des bâtons dans les roues comme ça, et je sais pas si c'est un mal qui existe depuis la nuit des temps, ou si c'est quelque chose qui est un peu né avec notre génération, avec les réseaux sociaux, le fait de se comparer, tout ça. Dites-moi si vous avez une idée un petit peu d'où ça peut sortir. Au moins, je sais que j'ai pu identifier que ce frein ne vient que de ma personne, donc ça veut dire que je peux y remédier. Attention, on peut faire quelque chose pour améliorer ça, et c'est ce que du coup, je suis en train d'expérimenter. Alors je pense que d'aucuns pourraient me dire de créer des listes, de faire des plannings de ma journée, avec les petites horaires, etc. Peut-être même de me chronométrer quand je fais quelque chose, pour ne pas que ça déborde et que je puisse voir mes limites. C'est déjà ce que je fais, et j'arrive encore à ne pas pouvoir m'organiser. Et je sais exactement pourquoi, c'est que je n'ai pas de ligne de mire précise, ce qui fait que je ne sais pas où envoyer ma flèche artistique, mon élan. Je l'envoie comme ça dans le vent, tel un kamehameha qui se perdrait dans le zéphyr de l'hiver et ne trouverait point de cible. Non, ça veut rien dire. En résumé, je manque, certes, d'organisation, de rigueur, mais surtout de clarté. Et je pense que c'est ça le point... Comment on dit déjà? Le point névralgique? Le centre névralgique? Je pense que c'est ça qui manque. Point. En fait, c'est très logique parce que si de base j'y vois pas clair, c'est compliqué de créer des choses qui ont du sens, de trouver un chemin et de s'y tenir, et de trouver une raison à tout ça. Ce que je fais n'a pas de sens concret. Je n'ai pas une exposition à mon nom qui arrive dans 2 mois. Je n'ai de compte à rendre à personne et je crois que c'est quelque chose qui me manque. On doit tout de même rendre des comptes à un public ou à ses clients, à peut-être un patron. Pourquoi j'allais dire frivole, mais ça ne veut rien dire, mais pourquoi tu dis ça? Je pense que simplement créer quelque chose, aussi ravissant soit cette chose ne va pas t'apporter à manger, cette chose ne va pas faire tomber les euros de l'arbre tout seul comme ça. Et on a forcément besoin du regard des autres, on a forcément besoin de montrer, de trouver son public, partager. Et quoi de mieux pour partager que de faire des expos et de s'exposer sur les réseaux également. Et c'est là où je me rends compte que j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal avec les réseaux, j'ai beaucoup de mal à me montrer, à montrer mon travail. Donc voilà, un autre point important sur lequel travailler. J'ai donc décidé dans un premier temps de me foutre la paix déjà avec cette histoire de rigueur. On met ça dans un petit coin, ça viendra, on s'inquiète pas. Cela dit, je pense que ce qui est important, là tout de suite, c'est de trouver
un objectif clair, net et précis. Et avec cet objectif, de trouver un rythme qui me permettra de le tenir sans rencontrer constamment des difficultés. Et donc pour commencer, j'aimerais beaucoup, c'est tout bête hein, mais réorganiser mon espace créatif. On va trier mes dessins moches oubliés. C'est le truc number one si je veux faire de la place dans mon esprit et si je veux recommencer sur des bonnes bases. C'est royal, ça c'est royal quand on a un cerveau qui part dans tous les sens et que ça t'empêche de te concentrer. Faire du tri. On va tout trier. Faire le vide. Que dire de plus? C'est déjà pas mal. Ah si j'oubliais, qui m'aime et qui ne me connaît pas encore, me suivent. C'est parti. Ceci est mon bien le plus précieux. C'est super lourd. C'est un peu la boîte de Pandore. C'est un petit peu ça. C'est très très lourd parce qu'il y a beaucoup de souvenirs, plus ou moins honteux. Cher public ici présent, ce sont les vestiges de mes années primaire, collège et lycée. C'est tout ce qui atteste de ma créativité d'antan. C'est bien la preuve que je suis quelqu'un qui a besoin d'extérioriser. Et j'avais trop envie de partager ça avec vous. Surtout que je trouve que c'est une très bonne entrée en la matière pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Après ça, soit vous adhérez, soit vous ne voulez plus jamais revoir ma tronche en vidéo, mais au moins l'honnêteté est présente. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Je vais essayer de vous filmer ça. Quand j'étais au primaire, j'adorais le dessin animé Titeuf et du coup j'ai voulu faire une sorte de personnage un petit peu calqué sur son histoire avec des petits cheveux en pique. En fait c'est un peu la même mèche que Titeuf mais en plein d'endroits, enfin des dreads, mais des dreads hautes comme ça qui tiennent sur sa tête de toute beauté. Ça s'appelait effectivement Jules face à la cour. Et Jules, donc c'était mon petit personnage à dread, a un ami qui s'appelle Gorge, parce que je ne savais pas écrire Georges à l'époque. Nous avons le titre Jules face à la cour. Le petit personnage était censé vivre des aventures à l'école, donc exactement comme le Titeuf. Et on a une petite présentation des personnages. Là nous avons Magali avec son magnifique survêtement. Je pense qu'elle était un peu inspirée de... Je sais pas si vous avez connu Priscilla, la chanteuse, j'aimais beaucoup son style. Magali est donc presque la petite amie de Tristan. Tristan qui devait, je pense, être le beau gosse. Alors je sais pas si vous voyez un beau gosse. Nous avons Max qui devait être un espèce d'antagoniste. Il était grand et fort, donc il était méchant. C'est normal. Ah, ça c'est Jules. Vous voyez avec ses petits cheveux là. Très stylé. Je pense que c'est des traits inspirés du clip avec les petits personnages en forme d'eau. Je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Bref, je m'inspirais un peu de tout et de rien. Tout ce que je voyais à la télé, quoi. Vu qu'on n'avait pas encore Internet. Ici, nous avons tout bonnement ma façon de voir les gens intelligents. Voilà, lui c'est Chris. Donc c'est ainsi que je percevais les enfants, ceux qui avaient des lunettes et qui levaient la main en classe. Hein. Pour moi, ils avaient... ce genre de tête. Ah, j'ai trouvé Tristan. Et il a une petite mèche rebelle comme ça entre les yeux. Et mes personnages n'ont absolument pas d'oreilles, je viens de remarquer. Alors, les bandes dessinées se présentaient comme ceci. Recto verso, hein, parce que j'avais pas trop conscience que c'est un peu chiant. Parfois, on a des mises en couleurs hasardeuses comme ça. Je sais pas trop ce que j'ai tenté de faire. On a de l'architecture, comme ceci. On a de la perspective, des bulles vraiment maîtrisé et des dessins somme toute à faire pâlir Michel-Ange. Alors je me blâme pas hein, parce que j'étais petite mais j'avais pas l'intention de faire une grande carrière dans l'orthographe clairement et au niveau des histoires voilà. J'ai tellement honte. Une fois que ce sera publié sur internet, ce sera irrémédiable. J'étais très fan de Boys Love et de yaoi.
Voilà, je sais pas pourquoi ça a attiré spécifiquement un public féminin. Voilà un petit pitch qui s'appelle Yaoi Futari Ai. Je ne sais pas, ça ne veut rien dire. Je vais vous lire le pitch. J'espère qu'aucun scénariste d'Hollywood passe par ici. Maiku et Los, avec un accent circonflexe. Vraiment, on est sur un nom... Pourquoi Los ? Maiku et Los sont deux camarades de classe très populaires, aussi bien envers les filles qu'envers les garçons. Bien sûr, il y a plus que de l'amitié entre eux, jusqu'au jour où un mystérieux adolescent nommé Matt fait son entrée au collège. Les deux beaux gosses n'ont plus autant de succès et décident de faire intégrer Matt au groupe, simplement pour que la nouvelle étoile soit de leur côté. Seulement, en apprenant à le connaître, Maiku et Los se meurent d'amour pour lui. Pardon. J'espère que ça vous aura donné envie. Non. 2006-2007, hein, la date. Oh, what the fuck, bro. Faut savoir que j'étais extrêmement fan de Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. J'ai décidé de faire une bande dessinée, évidemment, avec Bill Collins. I'm sorry, Bill. I'm sorry for what I did. J'adorais mettre en scène Bill avec des groupies complètement timides et énamourachées de Bill. Et en fait, à chaque fois les BD durent 1 ou 2 pages, donc je sais pas trop où est l'intention. Rangeons ça, c'est la honte. C'est la méga honte. Ce qu'on a d'intéressant là-dedans, beaucoup de choses. Oh. Nous avions la venue de Photoshop et des trames pour faire genre c'est des vrais mangas. Et devinez quoi, je tenais un Skyblog, je me souviens plus du nom mais ça devait être une connerie hyper kikou. Un Skyblog où je publiais ma bande dessinée toutes les semaines et devinez quoi, j'avais des fans. J'avais des fans de ma BD qui attendaient ça avec impatience et qui suivaient ça avec la plus grande attention du monde. Je trouve ça incroyable. Je crois que je mesurais pas encore ma chance à cette époque de pouvoir réunir une petite communauté comme ça. C'est vraiment un truc que je trouve fabuleux. No joke, je trouve ça incroyable. Il y a tellement de choses à vous montrer, je vous jure, je sais pas. On a encore une petite pépite là. J'avais créé un début d'histoire dont le nom se trouvait être Riruni Akinari et la pension sacrée. Il n'y a rien qui va. Je vous lis le pitch. Riruni Akinari est un adolescent de 14 ans, discret d'ordinaire. Du moins, jusqu'au jour où Kezuko, son grand-père, décide de lui donner la relève de la pension Misakada. Ce dernier se fait bien trop vieux pour ce travail. Akinari, ne sachant pas quoi inventer pour faire durer la vie du pensionnat, placarde des affiches dans son collège pour trouver de nouveaux pensionnaires. C'est vrai qu'à 14 ans, on peut très largement s'occuper d'un hôtel, d'une pension, et de gens qui ont ton âge, oui, tout à fait. Tous les codes adultes, en fait, vu que j'avais moi-même 14 ans à l'époque où j'ai écrit ça, je connaissais pas du tout. Mais en fait, je me dis que j'étais super con, parce qu'à 14 ans, c'est juste évident que tu ne peux pas t'occuper des affaires des adultes. Enfin, tu n'es ni majeur, tu n'as ni la maturité pour ça. Et à quel moment le grand-père, il se dit « Oh là là, c'est bon, là, je suis trop vieux, au lieu d'aller à la retraite, je vais juste leur filer ça à mon petit-fils de 14 balais, genre... » Ok, cela marche à merveille. Cela marche même un peu trop bien à son goût. What? Comment ça? Une jeune Takemono qui est de sa classe se plaint de ne pas travailler correctement chez elle et décide de venir s'installer auprès d'Akinari. Tsuji-san Ayu, plus timide, propose sa colocation. Deijuta Shiori, garçon joyeux, vient se mêler au joli ménage de Misakada. Et Shiori Makio, du genre plus sérieux, complète la troupe. Ainsi, Oh mais oh! Un jour il s'appelle Akinari, un autre jour c'est Akanari, ok. Akanari se retrouve avec une nouvelle famille à gérer et donc face à ses responsabilités. Bah oui, ses responsabilités d'enfant de 14 ans, bien sûr. Quant au grand-père, il part 6 mois entiers à bord d'un bateau palace. Ça ne se refuse rien. Et donc daté de 2007. Alors évidemment, quand on apprend à dessiner avec des mangas, on ne sait faire que des visages assez juvéniles. J'ai dû créer un papy
Un papy, bon, effectivement, qu'on voit pas longtemps dans l'histoire, hein, puisqu'il s'en va à dos de cheval faire une croisière sur un bateau palace. Voilà. En fait, je me rends compte de toute la passion qu'il y a dans ce genre de reliques, et je me rends compte à quel point j'étais passionnée. J'ai un débit de dessin, un débit d'histoire, un débit de choses qui se passaient dans ma tête et que j'avais besoin de coucher sur le papier à chaque fois, qui est vraiment, je trouve, impressionnant par rapport au contenu que j'arrive à fournir aujourd'hui et depuis des années. Et du coup, j'aimerais beaucoup que vous me disiez dans les commentaires si ça vous intéresserait potentiellement que je fasse des petites vidéos comme ça où j'ouvre mes classeurs et qu'on voyage un petit peu à bord de ce passé créatif. C'est extrêmement dense et extrêmement plein de références des années 2000, 90, 2000 et je trouve ça trop chouette. J'adore regarder ça chez les gens justement, avec quoi ils ont grandi, toutes les références culturelles qu'ils ont, que ce soit manga ou au niveau des séries qui passaient, enfin tout ce qui passait à la télé, tout pour moi était vraiment une source intarissable d'inspiration. Et j'aimerais trop partager ça avec vous. Donc dites-moi si potentiellement ça vous intéresse. Ce serait trop rigolo. Mais je ferai des vidéos bien cadrées avec plus de détails et je vous raconterai vraiment genre tous les souvenirs que ça m'évoque. Et ce serait trop chouette. Dites-moi. C'est trop une bonne idée de garder les vieux dessins, de garder les souvenirs, d'avoir une boîte consacrée à ça. Parce que les jours où on a l'impression de pas du tout avancer, où on a la tête complètement dans le pâté et que tout nous semble nuageux, que tout ce qu'on produit nous semble nul, c'est vraiment trop génial d'arriver à se retourner sur tout le chemin qu'on a parcouru. Ça, je sais que j'en ai beaucoup besoin pour me rassurer. Mais pas que, hein, évidemment, c'est trop drôle d'avoir ce genre de souvenirs. C'est aussi extrêmement intéressant de se souvenir d'où on vient. Cette force, elle est toujours là, quelque part, même si elle a plus de mal à se manifester qu'avant. Ça reste quand même des choses que j'adore revoir, parce que ça témoigne de tout cet élan créatif que j'ai l'impression de perdre. Mais ça me rassure, je sais qu'elle est là, qu'elle est bien là, qu'elle a toujours été là, et que potentiellement elle ne me quittera jamais. Ça, j'en suis assez persuadée. C'est peut-être aussi un bon remède en cas de page blanche. Moi, je sais que j'adore relire mes vieilles fanfictions, mes vieux textes, tout ça, parce que je me dis, ah tiens, là, il y avait quand même une idée que aujourd'hui je pourrais potentiellement développer d'une meilleure manière, etc. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'ouvrir de nouveaux cahiers qui regorgent de pépitas. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Bon, après avoir jeté pas mal de modèles vivants, en tout cas ceux qui ne m'évoquaient rien, ceux que j'aimais plus du tout, je me suis dit qu'il était grand temps de s'attaquer à mon bureau, qui est vraiment en bazar depuis un moment. Et je crois qu'il est un petit peu tard, il doit pas être loin de minuit, mais je me motive avec mon super assistant. C'est parti. Alors on n'oublie pas de mettre une excellente playlist pour un maximum de motivation.